Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons continuer donc aujourd'hui avec la première partie qui concerne le salaire et les primes. Nous allons voir quelques notions indispensables à connaître par tout gestionnaire de paye ou bien par toute personne qui souhaite approfondir un peu ses connaissances ou bien toute personne salariée parce que la paye et les salaires ça concerne tout le monde. Donc la première question, c'est quoi le salaire? On va commencer par définir le salaire. Le salaire, c'est la contrepartie du travail qui est fourni, que reçoit un salarié de la part de son employeur. Toute personne qui est embauchée avec un contrat de travail ou autre a le droit à un salaire. C'est une obligation légale. Parce que tout travail mérite un salaire, sauf des personnes qui font du bénévolat pour aider et autre chose. Le salaire de base, il est fixé librement entre l'employeur et le salarié. Et nous allons voir plus tard qu'il y a certaines limites à cela. Ce n'est pas très librement, il y a certaines limites que l'employeur doit respecter. Le salaire brut, ça comprend l'ensemble des sommes qui sont convenues et les avantages qui sont accordés par l'employeur. Et c'est le salaire brut qui est soumis par la suite aux différentes cotisations et contributions sociales. Le salaire, il ne comprend pas les remboursements de frais professionnels et les indemnités présentant le caractère de dommages et intérêts. Les frais professionnels, c'est comme un remboursement des frais qui ont été engagés par un salarié et que l'employeur lui rembourse par la suite. Ça ne constitue pas un élément du salaire. La composition du salaire brut. Donc on a, comme nous l'avons dit, le salaire de base, plus les accessoires de salaire, les avantages en nature, qui peuvent être logement ou bien véhicule ou un ordinateur. Et il y a des primes. Les primes du 13e mois, primes de rendement, primes individuelles, primes sur objectif, etc. Et on a aussi les majorations de nuit, les majorations de dimanche, les jours fériés. Une personne qui travaille par exemple le dimanche, il a une certaine majoration. Et cela diffère d'une convention collective à une autre. Et plus, on ajoute les heures supplémentaires et les heures complémentaires. Les heures supplémentaires qui concernent les contrats à temps plein pour un salarié qui a 35 heures et les heures complémentaires pour un salarié qui a temps partiel. Il y a une différence, il ne faut pas faire la distinction entre les deux. C'est important. Plusieurs points, donc, comme je l'ai dit, qui doivent être respectés dans la détermination du salaire. Il est fixé librement, mais sous certains points qui doivent être respectés. Les règles qui sont relatives au SMIC. On ne peut pas payer un salarié en dessous du SMIC. Le SMIC, c'est le minimum légal qui doit être attribué à un salarié. Pour 2021, le salaire minimum est de 10,25 € l'heure. C'est ce qui doit être appliqué donc pour un salaire à temps plein ou bien à temps partiel. Les règles relatives à la mensualisation qui doivent être respectées. Dans ce point-là, nous allons voir, je prends un exemple, un salarié qui est embauché pour un salaire mensuel de 2000 €. Et on sait que dans chaque mois, le nombre d'heures travaillées diffère. Si on prend par exemple
Le mois de janvier 2021, il y a 147 heures. Le mois de février, 140 heures. Le mois de mars, 161. Le mois d'avril, 154 heures. Et on ne peut pas payer un salarié, par exemple, le mois de janvier, on lui donne un salaire, et le mois de février, on lui donne moins parce qu'il a travaillé moins. On lui donne ce qui a été convenu dans le contrat. Il travaille à 2000 euros. Si on prend l'exemple donc les 2000 euros pour le mois de février, pour le mois de janvier, le salarié a un taux horaire de 13,61 €. Et en février, 14,29 €. Et au mois de mars, c'est 12,42 €. Et au mois d'avril, c'est 12,99 €. Donc ça diffère. Mais il faut lisser durant toute l'année. Et le salaire doit rester chaque mois 2000 euros, sauf en cas d'absence, bien entendu. Le salaire de base que je parle. Parce qu'on peut rajouter après des primes, après des majorations de nuit, des heures supplémentaires, ainsi de suite. Les salaires minimaux et les éléments de rémunération prévus par la convention ou les accords collectifs applicables, ou l'usage éventuellement en vigueur dans l'entreprise. Il y a la règle qui est relative au SMIC, mais aussi il faut respecter la convention collective ou bien les accords qui sont en vigueur dans l'entreprise. Je prends un exemple, un gestionnaire de paie qui est embauché dans une entreprise. C'est la convention collective qui détermine sa position. Il y a des grilles au niveau des conventions collectives. Pour tel poste, il a tel coefficient, il doit être payé tant. Si un gestionnaire de paye est dans telle position, il est payé 2000 euros, on ne peut pas le payer au SMIC. On ne peut pas lui donner 1900 euros. Il doit être payé à 2000 euros. On doit respecter la convention collective, c'est une obligation. Il y a le principe d'égalité de rémunération entre femmes et hommes. Pour le même travail, un homme et une femme doivent être rémunérés d'une manière égale. On ne doit pas avoir de discrimination dans ce sens-là. C'est très important. La non-discrimination, notamment syndicale. On ne peut pas payer moins une personne qui fait partie d'un syndicat qu'un autre qui ne fait pas partie. On ne peut pas discriminer une personne parce qu'elle est de telle origine, elle est de telle couleur, elle est de telle orientation. Mais on ne doit pas discriminer entre les personnes, entre les salariés. Un salarié qui est embauché pour faire un emploi, un métier, un poste, il doit être payé tous pareil dans ce poste-là. Si on recrute un gestionnaire de paye pour 2000 euros, on recrute un autre gestionnaire de paye, quelle que soit ses origines, quelle que soit son appartenance syndicale ou pas, on doit le payer toujours 2000 euros. C'est une obligation. Le bulletin de paye. Donc, je vais parler un peu sur le bulletin de paye. Et en deuxième partie, par la suite, je vais présenter un bulletin de paye sur Excel. Pour voir à quoi ça ressemble, je vais parler notamment sur ce qui est du brut et sur les éléments que nous avons vus, les avantages en nature et les frais professionnels. Donc, le bulletin de paye, si vous avez travaillé au moins 1 heure, vous avez reçu un bulletin de paye. Donc, l'employeur doit remettre un bulletin de paye au salarié, soit sous format dématérialisé ou sous format papier. C'est une obligation. Et dans le bulletin de paye, il y a beaucoup de mentions obligatoires. Les mentions obligatoires qui sont là, vous pouvez lire, vous pouvez retrouver dans le Code du travail, dans l'article 3241-1 jusqu'à 3243-5. Il y a plusieurs mentions qui doivent être
qui doivent apparaître sur le bulletin de paie, notamment l'adresse du salarié, l'adresse de l'employeur. Il y a plusieurs, je ne vais pas les citer parce qu'on va passer un bon moment. Et voici la suite. Et sachant que le bulletin de paie doit être conservé chez le salarié sans limitation de durée. L'autre point, c'est les avantages en nature. Les avantages en nature constituent un élément du salaire qui s'ajoute à la rémunération en espèces pour l'application du droit du travail. Un avantage en nature s'ajoute au salaire de base pour la détermination est-ce qu'on respecte la règle du SMIC ou pas. Imaginons un salarié qui est payé 1300 € par mois, donc c'est en dessous du SMIC, et qu'il a un avantage en nature logement de 400 €, ce qui fait 1300 plus 400, ça fait 1700, c'est-à-dire il respecte la règle concernant le SMIC. Et il y a des personnes qui sont payées totalement en avantage en nature, comme c'est le cas de la fille au père. Mais c'est des cas rares. Dans le marché du travail, on ne va pas trouver un peu partout. Il s'agit le plus souvent aussi des fournitures de nourriture, ou de la mise à disposition d'un véhicule ou d'un logement de fonction. Vous pouvez trouver tout cela et les règles, notamment sur le site de l'URSSAF, pour approfondir vos connaissances concernant ce point-là, parce qu'il y a des barèmes à respecter concernant le véhicule, concernant le logement, concernant les autres fournitures. Il y a un barème de l'URSSAF qu'il faut respecter. Dans les avantages en nature, le prise en compte comme des éléments de salaire, comme je l'ai dit, ça contrôle le respect du SMIC ou du salaire minimum conventionnel. Ils font partie de l'indemnité à verser aux salariés au cours de ses congés payés. Déterminer l'indemnité compensatrice du préavis et l'indemnité de licenciement. Déterminer le montant des cotisations sociales, cotisations de sécurité sociale, CSG, CRDS. Déterminer le montant des revenus à déclarer pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Donc il a une grande importance. Il ne faut pas se tromper dans le traitement de l'avantage en nature sur le bulletin de paye. Parce qu'au niveau de l'URSSAF, ça peut engendrer des pénalités s'il y a des problèmes. Et l'URSSAF, sur ce point-là, les avantages en nature, ça rigole pas trop. C'est très strict. C'est pour cela que chaque gestionnaire de paye, ou bien chaque comptable qui s'occupe de la paye, ainsi de suite, doit vraiment faire attention aux avantages en nature. La différence entre l'avantage en nature et frais professionnels, c'est que les frais professionnels sont des dépenses faites par le salarié qui lui sont ensuite remboursées par l'employeur. Les avantages en nature sont des prestations fournies par l'employeur. Comme frais professionnels, imaginons qu'un salarié s'est déplacé, il a pris l'autoroute, il a payé le péage. Le péage lui a coûté 10 €. Son employeur va lui rembourser cette note frais de 10 € parce qu'il a dépensé, bien sûr dans le cadre professionnel. L'autre point, c'est les primes et gratifications. Les primes et les gratifications viennent en complément du salaire. C'est pas comme les avantages en nature, ça fait partie du salaire, mais elles viennent en complément, en plus. Et leur versement est obligatoire et il est prévu par le contrat du travail, un accord collectif, un usage dans l'entreprise ou un engagement unilatéral de l'employeur. Ces sommes constituent un élément de salaire, parmi lesquels notamment les primes et gratifications annuelles, les primes de fin d'année, le 13e mois, les primes de vacances, les primes sur le bilan, primes de participation, les primes relatives au rattrapage du coût de vie, la prime de vie chère, notamment c'est dans les grandes villes, particulièrement à Paris.
on a une prime sur la cherté de la vie. Les primes relatives aux qualités personnelles et les primes relatives à certaines conditions de travail, prime pénibilité, prime d'insalubre, prime d'astreinte, ainsi de suite. Et ça vient en complément. Ça ne fait pas partie du salaire pour la détermination du SMIC. Est-ce qu'on a dépassé ou pas? On ne peut pas payer un salarié 1 300 € par mois pour un temps plein et lui donner une prime de 200 € ou bien 300 € pour qu'il puisse dépasser le SMIC. Voilà donc un peu sur les notions qui sont importantes concernant le bulletin de paye. Il y a d'autres notions qui vont venir dans d'autres parties, bien entendu. Il y a le mode de paiement du salaire. Le salaire doit obligatoirement être payé par chèque ou virement bancaire ou postal lorsque la somme excède les 1500 € net par mois. Si la somme due est inférieure ou égale à ce montant, le salarié peut demander à être payé en espèces. Le salaire peut également être payé au moyen de dispositifs particuliers, chèque emploi-service ou chèque emploi associatif, notamment pour les employeurs particuliers. Voilà donc sur les différents points importants pour bien démarrer dans la gestion de la paye, dans cette volonté d'approfondir et d'enrichir ses connaissances. Nous allons voir maintenant un bulletin de paye sur Excel pour essayer de comprendre mieux les différentes structures. Nous n'allons pas détailler sur les charges, tout ça, parce que on n'en est pas là. Voici un bulletin de paye sur Excel. C'est notamment ce qui est fait dans les centres de formation pour comprendre la structure et les différents calculs. Là-haut, là comme vous voyez, on doit mettre le matricule DU salarié, là son numéro de sécurité sociale, son emploi, on peut mettre gestionnaire de paye. Est-ce qu'il est cadre ou pas, le coefficient et la date d'entrée dans l'établissement et l'heure. Est-ce qu'il est à temps plein ou à temps partiel? De l'autre côté, on doit retrouver les éléments de la société, son adresse, le SIRET qui doit être mentionné, le code NAF, et là le nom et prénom du salarié, son adresse, code postal, ainsi de suite. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, et ce que nous avons vu là dans le cours, c'est cette partie-là que nous avons vue. On a vu le salaire de base pour un salarié à 35 heures, ce qui fait 151,67 à temps plein, un taux horaire de 15 € parce qu'il est embauché pour, comme nous avons vu les exemples, à 2000 €. Pour un gestionnaire de paye, c'est un exemple, bien entendu. Donc c'est 2000 € divisé par 151,67, on trouve les 15 €. Imaginons que le salarié a un avantage en nature, on doit le rajouter là. Imaginons c'était logement. Le montant, ça dépend, on prend un exemple, 300 €. 300 €. Donc on a 2000 € plus 300, ce qui nous donne les 2300 €. Mais le fait qu'il occupe le logement là, donc on ne doit pas lui payer en plus. On l'a mis là pour que les 300 € soient soumises aux cotisations sociales. Ils doivent être ajoutés plus. Il faut aller en bas du bulletin, ici, et mettre avantage en nature, y mettre
300 €. Ils doivent être déduits. Parce qu'on ne va pas lui payer double. Déjà, il a le logement. Il occupe le logement. On ne peut pas lui repayer encore dans le salaire. On les a mis les 300 € là, en plus, et là, ils doivent être déduits. Imaginons que ce salarié a fait un déplacement, a payé sur son chemin, sur l'autoroute, 10 € de péage. Donc l'entreprise va lui rembourser les frais professionnels qu'il a engagés. Et cela, il faut savoir que c'est un remboursement. Elles ne sont pas soumises ni à cotisation sociale, ni à aucune contribution. Ils vont figurer ici en bas. Frais professionnels. On doit les rajouter ici. 10 €. Et voici. Il ne faut pas confondre entre l'avantage en nature et les frais professionnels, c'est différent. J'ai croisé des personnes dans des sessions d'examen qui ont mis les frais professionnels là-haut. Ils ont ajouté frais professionnels. Ça, c'est une grande erreur. Et devant les jurys, ça passe pas. Parce que c'est pas soumis. Ou bien qu'ils vont mettre l'avantage en nature ici en plus. Donc 300 € pour qu'il soit soumis, c'est-à-dire on le doit payer là. Ils vont le mettre ici d'une manière positive. Ça, c'est faux. Ça passe pas aussi. Voilà donc la structure d'un bulletin de paye. À quoi ça ressemble. Là, c'est les charges, mais on va en parler sur les différentes charges, les contributions, quand on va arriver à la partie des charges et des cotisations sociales. Là, la convention collective qui est importante, ça qui est important, on doit le mentionner pour dire aux salariés que le bulletin doit être conservé sans limitation de durée. C'est important. Et on doit ajouter la partie que comment on paye ce salaire. Par chèque ou bien par virement. On peut ajouter par virement. Voilà. Voilà donc ce que j'ai à présenter concernant cette partie du salaire et du bulletin de paye sur les avantages en nature et les frais professionnels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que c'est en posant des questions qu'on apprend beaucoup plus. C'est en voyant des cas, c'est en voyant l'actualité qui évolue rapidement, notamment dans ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai de répondre. Je vous remercie et à la prochaine et bonne réussite et courage à chacun. Merci.